Ah mais mec, j'avais pas du tout prévu autant, mais ça part super bien. Elle part bien en fait. Ça part super bien. Attends, je réessaye quand même. Voilà. Salut les petits potes, j'espère que tout le monde va bien. Salut les petits potes, bienvenue sur les potes d'échappement. Comment tu vas toi? Ouais, bon, toujours au top. Bon, bah ça Tout c'est le bon temps. ça. Surtout quand on est, tu vois, comme ça, en train de parler aux copains. Et puis cet épisode, il fait vachement plaisir parce qu'on va vous parler de... La MGB GT qu'on a restaurée, qu'on a remis en état après 15 ans sans rouler. Alors elle était stockée dans des conditions qui étaient plutôt pas mal. Pas exceptionnelles, mais pas mal. Mais À l'abri, quoi. avant d'être stocké, à mon avis... Elle avait déjà pris cher, ouais. Elle avait pris un peu cher, quoi. Pour ceux qui nous rejoignent et c'est la première fois que vous nous voyez, c'est Hugo, moi c'est PA. Et il y a 2-3 petits épisodes juste avant celui-là où on rentre un peu dans les détails de toute la méca qu'on a pu faire dessus et tous les travaux qu'on a réalisés. Donc si vous voulez les regarder après, vous pouvez les regarder. Là, on va juste faire un tour complet de la caisse et vous donner un peu un retour d'expérience aussi parce qu'on a fait un petit road trip de 1000 bornes avec. Donc voilà, vous dire ce que c'est de conduire une MGB GT en conduite à droite et surtout une caisse qui n'a pas tourné depuis 15 ans. C'est ça. Les trucs à Est-ce voir. que ça l'a fait ou pas? Est-ce que ça l'a fait ou pas, voilà. Donc premier temps, on fait un tour de la bagnole. Hugo nous parle ensuite de toute la partie méca qui a été réalisée et moi je vous parle de mon petit retour d'expérience. Tout ça avec plein de petites belles images où la caisse elle est en train de rouler et ça va être chambé. Ça va être beau ça. Voilà, l'intro est un peu longue. Bon, c'est pas grave. C'est parti. On y va? Attention, Allez, tes ça doigts. va. Ouais, pardon. Ouais, ça part. Déjà, on va remettre les œufs dans le bon panier. Hein. MGB GT, donc MG marque anglaise, hein, qui a un peu disparu et qui est revenue avec une merde électrique là, ces derniers temps. À l'époque, il faut savoir que celle-ci est une ex-rubber bumper. Donc il y avait les premières versions que tout le monde adore dans les années début 70, où on avait effectivement ces pare-chocs chromés qui étaient tout jolis avec cette calandre. Et c'est un peu le modèle que tout le monde adore. En revanche, 1974, qu'est-ce qui se passe? Marché américain, nouvelle régulation, la bagnole a besoin d'avoir une certaine hauteur. La législation veut que les pare-chocs puissent résister à des impacts à au moins 5 miles. 5 miles par heure exactement, merci Hugo. 5 miles par heure sans qu'il y ait des gratinures sur la carrosserie ou autre. MG, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas de problème, on rehausse la bagnole et on va foutre des gros rubber bumpers. On vous mettra une petite vidéo de la caisse quand elle les avait avant. Et donc on avait des énormes, une espèce de nez horrible, des pare-chocs qui pèsent le poids d'un âne mort et qui du coup pouvaient résister à ce fameux impact à 5 miles par heure. De 1974 jusqu'à la fin de production en 1980, MG, au lieu de produire la version AUS au final, donc américaine, pour le marché américain seulement, bah c'était une petite boîte, hein. Ils fabriquaient ça un peu avec les mains et avec les pieds, on le verra. Et du coup ils n'avaient pas les moyens d'avoir une ligne de prod pour les États-Unis et une ligne de prod pour le marché européen. Et en même temps ils ne pouvaient pas se passer des États-Unis non plus. Donc ils ont produit les rubber bumpers pour le monde entier. Celle-ci est de 1980 en première immatriculation, parce qu'à mon avis, il y a un concessionnaire qui l'a reçue, il n'a pas réussi à la vendre pendant un an parce que la chaîne de prod s'est arrêtée en 1980. Elle était stockée un petit peu, elle a finalement trouvé à Cahors en 81. Nous on l'a récupérée, il y a de ça maintenant en mars dernier. C'est une origine anglaise, dont le fait qu'elle soit RHD. On a encore les vieilles plaques anglaises et tout, et elle a été importée en France il y a de ça à peu près une vingtaine d'années, et elle a été mise à l'arrêt il y a de ça à peu près une quinzaine d'années. Voilà, De ce qu'on sait en tout cas. de ce qu'on sait en tout cas. Ça y va, comme ça, on est pas mal? Ça y va, on va montrer effectivement le avant-après parce qu'il est assez violent. On va expliquer aussi en détail tout ce qu'on a fait, surtout sur la partie avant, voire même partout en fait. Ah, partout, hein. Cette voiture est assez riche, et même en émotion pour nous parce que Ah bah de ouf. on en a passé des heures dessus. On a mis quelques heures dessus, je te prends la cam et tu nous fais un petit tour de la caisse si tu veux. Écoute, Bon, déjà la carrosserie. oui, parce que... C'est un peu le point sensible des anglaises en général, enfin des anciennes en général, mais surtout les anglaises. Et de celle-là aussi. Et surtout de celle-ci. On l'a récupérée à pas très cher, un presque connaisseur, on va dire, d'anglaise qui s'appelle Laurent. On le salue d'ailleurs parce qu'on sait qu'il regarde nos vidéos. Lui, il l'avait récupéré visiblement dans cet état. C'est une voiture qui est d'origine rouge. Elle a subi visiblement une restauration partielle il y a déjà du coup au moins 15 ans. Ce qu'on a fait, sachant qu'on n'avait pas énormément d'argent et on voulait surtout la fiabiliser à mort et pouvoir la passer au contrôle technique sans suer à goutte pleine comme on dit. On s'est surtout attardé sur la partie mécanique, la partie freinage. Au niveau carrosserie les petits potes, on s'est simplement amusé à retirer, donc vous voyez, vous dire un petit peu plus près, en fait on a poncé jusqu'à la tôle toutes les parties malades en fait parce que juste avant la peinture était ici mais complètement cloquée, donc ça c'était vraiment dans un état qui n'était pas terrible selon moi. Et surtout, j'ai toujours voulu avoir une caisse un peu style Ratz. Et là, pour le coup, celle-ci se portait bien au jeu. C'était la bonne candidate. Ouais. Ouais, pour le coup. Justement, les petits potes, on se pose la question de est-ce qu'on fait une peinture après ça? Parce que nous, on l'a mise à notre goût, en tout cas actuellement. Est-ce que faire une peinture complète serait vraiment beaucoup mieux selon nous ou pas? Je suis pas certain. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est, imaginons si on prend juste l'aspect financier. Aujourd'hui, lui faire une complète, on va voir, on va faire le tour des différents éléments qui sont quand même bien attaqués. Il y a beaucoup de boulot. On est en Ile-de-France,
Tout coûte très cher. Tout coûte très très cher, il y a un gros billet. Si on devait faire une complète dessus, en plus de ça c'est une RHD, on la remet en vente après, au final le petit bénéfice qu'on pourrait peut-être faire le jour où on la vend, bah, il va être le même que si on la laisse comme ça, ou au moins bah, le prochain acquéreur va voir tous les défauts. C'est ça. Et il sait, bah, voilà, il sait où est-ce qu'il y a des trucs à reprendre, quoi. Donc ça c'est le premier point, c'est l'aspect financier et si, imaginons, on veut la vendre. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, nous ce qui nous fait triper, c'est d'avoir une MGB qui va se différencier de tout le monde. Et quoi de mieux que de faire une MGB qui justement divise un petit peu, mais en même temps, voilà, on se pose des questions, on la voit, on se dit mais attends, elle est pourrie, elle est pas pourrie, elle est... Voilà. Elle est chambée, mais à côté de ça, elle est bizarre. Ouais, c'est plus créer ce truc-là, créer cette discussion qui est amusante. Donc dans un premier temps, en tout cas la première version, pour le moment, on va la laisser comme ça. Mais on est vraiment curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'on va chercher un carrossier qui pourrait nous aider, faire un petit partenariat pour nous aider effectivement, bah, nous à apprendre à ressouder des plaques sur les endroits vraiment malades. Parce que voilà, c'est faire les choses correctement aussi, c'est pas aller faire de la choucroute pour que dans 3 ans ça recloque encore une fois. Et c'est ce qui a été fait en fait à l'époque à mon avis sur cette caisse. En sachant, encore une fois les petits potes, pour ceux qui arrivent à l'instant, on n'est ni mécanicien ni carrossier de métier. Hein. Oui, c'est juste de la passion là. Voilà, c'est juste du plaisir, donc on prend plus de temps peut-être que les professionnels, mais on est arrivé à un résultat qui nous convient. Bon, petit aparté terminé sur ce sujet un peu houleux. Les petits potes, on termine sur la carrosserie. On a voulu vraiment garder cette patine en ponçant directement jusqu'à la tôle et en mettant du vernis tout autour pour protéger la carrosserie. Donc là, si la pluie tombe, etc., normalement, ça ne rouille pas davantage. Bah, il est bien normalement. Il y a eu 1000 bornes de fait. Ouais. Si ça ne protégeait pas, là, tout ça, ça serait complètement rouillé. Ça serait complètement rouillé, ouais. C'est un parti pris. Je sais que la plupart aiment. Certains diront que, oh malheur, elle était quand même peut-être destinée à partir en boîte de conserve cette voiture. Faut aussi dire ça. Ouais. C'est que voilà, on a juste topé et on a mis en avant justement les défauts. Donc on est parti un peu à l'inverse de tous les passionnés automobiles qui remettent une voiture en état neuf et limite qui la sortent même pas le dimanche pour aller chercher le pain tellement ils ont peur d'avoir un petit coup de porte. Nous c'est complètement l'inverse. Ah ouais, on s'en fout. T'as un coup de porte en plus, bon bah tant mieux. Ça fait de la patine en plus. Ensuite, on s'est fait un vrai plaisir. Pour le coup, c'était pas forcément prévu dans le budget, mais on a rencontré quelqu'un sur le Bon Coin justement pour les pare-chocs Sebring qui vendait aussi des super belles jantes Mini Light qui sont en état parfait. Alors les pneus sont pas impeccables pour le coup, ils ont quelques années. Pareil, ça il faudrait les changer, mais pour l'instant ça passe encore au contrôle technique, donc tant mieux. Made in UK, ça s'est chambé. Et pour le coup, bah, nous on adore ce look-là, ça fait vraiment typé sportif. Pareil, justement, comme tu disais si bien tout à l'heure, à partir de 74-75, ils ont rehaussé de 5 cm. Nous on a retiré en plus les pare-chocs, donc peut-être que ça l'a surélevé davantage. Justement, on aime bien ce look un peu off-road rehaussé, alors que certains pourront éventuellement la redescendre. Bon, à voir. Mais en tout cas, au niveau confort, c'est chambé comme ça. Ouais, c'est parfait. Et franchement, au niveau de la tenue de route, ça n'a pas changé du tout grand-chose. Et ça lui fait vraiment ce look un peu rallye, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup. Par rapport à la version d'avant 74, il y avait simplement, je crois, le pare-choc arrière justement qui était différent. Ouais. Le rubber bumper montait jusqu'à ce feu-là, tu vois. Ouais. Donc ça montait super haut. En fait, il manque cette petite pièce qu'il faudrait qu'on rajoute pour bien finir la partie arrière. Ensuite, on s'est fait un petit plaisir, on a poncé le pot d'échappement jusqu'à ce que ça revienne nickel. Ça fait propre, hein. Bah, il était complètement rouillé. Ouais. En fait, là, on a un peu de chance, c'est que la partie châssis est nickel, ou ouais. presque en tout cas. Il n'y a pas de trou, il y a un petit peu de rouille superficielle à certains endroits, mais c'est super sain. Et franchement, c'est une bonne surprise. Parce que quand tu revois la carrosserie, on était quand même pas très sécu, quoi. On a eu très peur et en fait, là où on est même sûr que le châssis est sain, c'est déjà on l'a mis sur un pont et ensuite on l'a laissé soulever sur un seul point sur le côté là-bas, ouais. Mais pendant des jours. Et les ouvrants, faut regarder, il n'y a rien qui a bougé. Non, les ouvrants sont impeccables. Si tu as du mal à ouvrir les portes ou à les claquer, bon, généralement, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Alors nos rivets sont tous très bien mis, mais ils sont pas du tout droits. Et on les a très bien montés, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de trous supplémentaires, on s'est vraiment rattaché sur les trous existants. Bah, c'est pas compliqué, les 2 seuls trous qu'on a fait sur la carrosserie, ils sont là. Ils sont en dessous. Voilà, ouais. C'est celui-là et il y en a un de l'autre côté. C'est les 2 seuls trous qu'on a percés, sinon on a des pattes qui se reprennent sur les fixations d'origine. Et là on a toute une barre en métal en dessous qu'on est venu boulonner sur les fixations d'origine et sur laquelle on a pu venir justement rifter là où on voulait. Donc il y a juste à faire sauter les rivers, retirer 4 boulons et reboulonner 4 boulons sur le pare-choc et c'est parti, quoi. C'est un peu ça. Et après en détail esthétique, on n'a pas fait grand chose. Ici cette partie-là était noire, donc on l'a reponcée parce que justement elle commençait à être un peu piquée. Ouais. Voilà, pour que ça revienne directement sur la lue. On a mis les petits stickers qui vont bien parce qu'on est assez fiers de nos stickers.
il faut le dire. On a fait les 4 freins. Donc à l'avant, c'est des freins à disque d'origine. On est reparti sur l'origine. Ouais. Il existait aussi des freinages un peu plus typés sportifs avec des disques percés ventilés. On a préféré rester sur l'origine pour plusieurs raisons. Comme ça, au moins, on est sûr que ça fonctionne bien et surtout pour une question de budget. Hein. Je crois que des paires de disques à l'avant, c'était moins de 100 balles. Ouais. Donc ça, c'est quand même chambé, c'est que toutes les pièces se retrouvent. Si tu as le budget, tu peux passer en kit de gros freins avec des kits Brembo. Ah non, mais là tu peux tu peux te faire une voiture de malade. Tu peux faire des vrais gros kits suspension où par contre tu viens couper les traverses et tout pour rigidifier le châssis. Enfin, c'est génial ce que tu peux faire. C'est ça, tu peux même passer en moteur V8 aussi parce qu'elle a existé en V8. Celle-ci, alors celle-ci est un 4 cylindres, mais elle existait en V8, t'imagines Avec petit clin d'œil à Vincent. Ah oui, par exemple. Qui a l'air très bien. C'est quoi CCVT CCVT, ouais. Ouais, sur YouTube. Un Corse. Qui est un bon Corse qui fait une prépa. Mais alors lui, par contre, nous, on est des mécanos du dimanche, voire d'un jour de la semaine qui n'existe pas. Voire d'un jour férié, ouais. Ah, lui, ce qu'il arrive à faire, putain, c'est impressionnant. Ouais, il est très chaud. On a fait quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on est repassé sur une calandre de première génération. Alors, on vous met une petite photo ici, mais derrière, en fait, tu as des lamelles d'origine qu'on a retirées pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'en fait, derrière, mais je vais vous montrer en ouvrant le capot, il y a encore les renforts pour les pare-chocs rubber bumper. Donc ça, on n'a pas voulu les couper. Et généralement, les gens conseillent de couper pour pouvoir mettre la calandre vraiment à niveau par rapport au pare-choc. Là, tu vois qu'il y a, on va dire, un demi-centimètre d'écart. Mais en fait, nous, on s'en fout du demi-centimètre d'écart. Ce qu'on voulait vraiment, c'était repartir sur une voiture saine, sans découper, sachant que nous, on n'est pas taulier, carrossier, etc. C'était vraiment compliqué de mettre un coup de disqueuse et surtout ça faisait mal au cœur. Et on savait qu'on n'allait pas bien faire. C'est ça, et puis tu touches quand même à une partie structurelle. Et si tu veux faire ça correctement, ensuite il faut venir renforcer avec une plaque pour venir refermer la traverse. Là c'est du taf et nous clairement on sait pas faire. Puis même au niveau du contrôle technique, je suis même pas certain que ça passe. Non. Les traverses dont on parle, elles sont juste là. C'est celle-là et en fait il faut venir les couper quasiment jusqu'au radiateur qui est là quoi. C'est ça. Donc c'est un peu vénère. Et sachant que ça se reprend en fait sur la partie horizontale, vraiment il n'y a pas qu'une découpe verticale et terminé bonsoir. Non, il y a vraiment du boulot. Et du coup effectivement on a préféré en fait couper la fibre, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais ça repart en diagonale, couper la fibre du pare-choc Sebring pour juste venir l'encastrer au maximum. C'est ça. Et remettre un bout de fibre c'est pas compliqué. En revanche ressouder une pâte structurée etc. Alors là c'est plus du tout notre ressort. C'est ça. Alors le cœur de la bête. Le cœur de la bête les petits potes. On s'est fait un vrai plaisir. Alors, il manque un gros nettoyage. Et ça, on adore faire ça généralement quand on récupère une caisse. C'est nettoyer le compartiment moteur pour que ça soit nickel. Moteur 1,8 litre d'origine qui développe 96. Alors, ça dépend de là où tu regardes. Entre 96 et 97 chevaux suivant les... Bon, c'est très bien. Ce qu'on a fait, c'est une énorme révision, les petits potes. Niveau circuit de refroidissement, on a changé du coup le radiateur. Parce que sur la partie du bas, encore une fois, vous pouvez regarder les vidéos précédentes, les petits potes, mais tout a été complètement corrodé. Ensuite, on a changé toutes les durites. On a changé la cloche de Karl Horsta. Le Karl Horsta qui se trouve à l'intérieur. On a mis d'ailleurs un 74 degrés pour que ça s'ouvre davantage, enfin que ça s'ouvre plus vite. Ne connaissant pas la voiture, étant donné que c'était l'été, on préférait que ça s'ouvre plus rapidement pour être sûr qu'on allait éviter des problèmes de chauffe. Et en fait, elle chauffe vraiment pas. Ouais, c'est ça. Dans le doute, mieux vaut que ça s'ouvre plus, davantage, et que l'eau qui circule soit moins chaude. Ensuite, on a laissé du coup la ventilation d'origine qui se trouve juste devant, là, le petit ventilateur pour refroidir le radiateur. Niveau carburateur, on n'a rien fait. Parce que ça tournait nickel. Alors, il y a quand même un petit peu de travail. Non, il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose. Il y a juste donc déjà les 2 filtres à air. Et après, on a eu comme petit souci, à plus 2 reprises, les flotteurs en fait, qui sont dans les cuves là. D'ailleurs, tu vois, on a mis un peu de pâte là. Qui se sont grippés et du coup, en fait, la pompe se mettait pas en pression parce que c'est une pompe à essence électrique et du coup, ça venait pisser par les trop-pleins. Tout ce qui est durite aussi d'essence, tout ça a été changé. On a mis un filtre à essence ici, plus un filtre à essence juste après le réservoir d'essence qu'on vous montrera peut-être tout à l'heure si on y arrive avec la caméra. Et filtre à essence qu'on va changer parce que c'est du plastique avec la chaleur, en fait, il s'est coudé. C'est ça. Du coup, on en a un en métal là qu'il faut qu'on change pour être sûr que ça se pète pas. Ensuite, niveau plaisir, on a mis un cache-culbuteur en alu brossé. Donc ça, c'est super joli, mais ça n'a absolument aucun intérêt autre que le fait que visuellement, ça soit très joli. Ça n'apporte rien. On a fait toutes les vidanges. Donc vidange moteur, vidange boîte, vidange pont, vidange du circuit de freinage, vidange du circuit d'eau. Ensuite, on a fait allumage, donc on a fait les 4 bougies, on a fait les fils de bougies, on a fait la tête de Delco. On a eu un peu de chance parce qu'elle était déjà montée en allumage électronique. Ouais.
Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a la pièce. Alors ça, c'est un truc. Donc ça, c'est des durées de chauffage sont neuves. Ouais. On a cette pièce-là qui est la vanne de chauffage qu'on va changer. C'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps de le faire. Pour la simple et bonne raison qu'apparemment, c'est l'une des pannes communes. Quand on vient l'actionner, il y a une chance sur deux pour qu'elle pisse quand elle n'a pas été changée depuis longtemps, et ça arrive directement, hop, sur votre allumage. Donc en fait, c'est la panne conne où tu te prends de la flotte sur ton allumeur et ça marche plus. Pour terminer sur la baie moteur, on a changé aussi au niveau de l'embrayage. Donc l'émetteur qui se trouve ici, la durite rigide parce qu'on l'avait cassé en la démontant, la durite souple qui se trouve en dessous et le récepteur d'embrayage. Ouais. Donc tout ça a été changé parce qu'en voulant faire la purge au départ, il n'y avait rien qui se passait, quoi. Et en fait, rien ne coûte très cher. Là, on en a eu pour, je dirais, 100 balles. Mais au moins, on est certain que... Enfin, on n'est jamais sûr, mais on a de grandes chances qu'on ne tombe pas en panne à cause de ce genre de problème, tu vois. C'est ça. Ensuite, le circuit d'essence, il y a eu un petit peu de taf aussi à l'arrière, puisque Oui. la pompe à essence était grippée. Nous, c'était une Type Origine. Alors, c'est un nom spécifique, mais je me souviens plus vraiment. Voilà, alors elle se trouve dans le coffre. Ouais. Enfin, une partie se trouve dans le coffre. Ouais, c'est tout con à mettre. Alors, c'est tout con à mettre, sauf que le câblage n'était pas exactement le même par rapport à la pompe qu'on avait. Donc, on a dû retirer un câble, etc. Mais ça, c'était pas forcément la partie la plus compliquée. Et ce qui était cool, en fait, c'est surtout que c'était livré du coup directement avec hop, le petit entourage là en caoutchouc qui est pile poil à la bonne taille. Ça ne bouge pas, quoi. Donc, il faut juste reprendre les deux gros écrous coudés sur lesquels on vient remettre les durites in et out pour le circuit d'essence, et puis voilà. Enfin, et puis voilà, c'est quand même en dessous, donc il faut un peu y aller, quoi. Bon, on vous invite à aller regarder les vidéos, vous Ouais, voilà, verrez c'est bien ça. comme ça à quoi de point C'est c'est ça. casse-couille. Mais... Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est une caisse d'époque, et qui dit caisse d'époque dit que généralement, tu n'avais pas de bouchon de réservoir avec une sécurité. En 2024, c'est toujours compliqué déjà de ne serait-ce que laisser ta bagnole dehors, mais en plus ça soit pas sécurisé, mais c'est pas très grave. Voilà les petits potes, à l'intérieur on n'a rien fait en fait, à part un gros nettoyage. Non. Ah si, il y a une chose qu'on a rajoutée, enfin deux, je vais vous montrer de l'autre côté. Alors d'origine il y a une horloge, sauf que nous quand on l'a récupérée, elle n'y était pas. Et en cherchant un petit peu, je voulais absolument mettre un coupe-contact ou un coupe-batterie comme tu dis, et en fait tu vois le diamètre est exactement le même qu'ici. Donc on s'était dit, allez hop, on tire un câblage directement jusqu'à la batterie. Sauf qu'il fallait, il n'y a pas de trou en fait, donc il fallait faire un trou directement Oui, dans parce que pour dans ceux le qui ne plancher. connaissent pas les MGB GT, en fait, la batterie, elle se situe derrière le siège conducteur quand elle est RHD. C'est ça. Tu as une trappe qui vient juste là, et tu as ta batterie qui est en dessous. Je ne voulais pas percer. Donc là, pour l'instant, là, c'est juste esthétique. Mais dites-nous d'ailleurs, les petits potes, est-ce qu'on se remet juste une petite horloge histoire de combler le trou, ou est-ce que moi, ce que je voulais faire, c'est de prendre exactement cette dimension, faire un truc bien plat, joli, avec détourer les potes d'échappement, ça peut être super Ouais, sympa. ça peut être cool en impression 3D. À voir. En attendant, on a mis ça, c'est vraiment juste pour combler le trou, et je trouve que ça fait un petit détail un peu sympa, un peu sport comme à l'extérieur. Ça d'ailleurs. fait racing. Et du coup, les petits potes, on a réussi à mettre un coupe-contact électrique à distance avec un relais. C'est un peu gadget. C'est hyper gadget, mais j'adore. Mais du coup, il y a un relais sur la batterie et du coup, on appuie sur on, pof, et là nous on l'entend, mais t'as un petit clic, et off, pof, ça coupe ta batterie. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, t'as pas de centralisation, etc. sur ces voitures. Mais bon, ça fait une sécurité supplémentaire. Bah, c'est surtout que t'as un mec qui essaie de te la péter, il va se dire, galérer. parfait, il y a le coupe-batterie qui est là, machin. C'est ça. Et en fait, Il risque de galérer un peu. Sinon, c'est le riz d'origine. Globalement, en bon état, t'as 2-3 petits trous, etc. le problème, c'est que l'ancien propriétaire, à mon avis, était fumeur. C'est T'as même un sûr. ou deux, voilà, J'ai retrouvé des paquets de Lucky Strike et tout ici. Je voulais se faire un plaisir à mettre un volant 3 branches, joli gainé de cuir, etc. Mais bon, l'objectif surtout, c'était d'avoir une voiture fiable. Et en fait, l'intérieur, moi, je me suis fait, mais je le trouve assez joli comme ça. Bon, c'est sûr qu'une petite sellerie cuir comme ça, c'est pas mal. ça serait pas mal. Bon, sinon, tout est à sa place. Vous avez les petits manos super jolis, tout fonctionne. Ouais, ça c'est Je crois que non, il y a celui-ci là, il faut que tu tapotes un tout petit peu quand tu démarres, Ouais. donc le contour. Mais sinon tout fonctionne jusqu'à la pression d'huile qui est ici. C'est sommaire comme voiture, mais justement, en fait, ce qui est cool, c'est que y a pas grand chose et du coup, ça tombe généralement pas trop en panne. En tout cas, tout ce qui est instrumentation, tout ça, c'est ok. Ce qui est très drôle en fait, c'est que sur la carte grise, c'est une 4 places. C'est ça. Et là, les petits potes, je vois, à part mettre un très gros chien. Et c'est plutôt une 2+2 quoi, un peu comme une Porsche 911. Ouais, mais je pense qu'il y a encore moins de place que dans une Porsche Ouais, c'est 911. Mais contrairement à sa sœur presque jumelle, la MGB mais en cabriolet, là pour le coup, c'est une stricte 2 places. C'est vrai. Et pareil, est-ce que vous kiffez plutôt la normale ou la cabriolet? Je sais pas. Moi, je préfère le look de la normale. De En la GT. revanche, le côté cabriolet, c'est vrai que l'été, quand tu décapotes, là, elle prend tout son sens, c'est sympa aussi. Ah, les deux sont sympas, c'est deux ambiances différentes. C'est ça. Hop. Et là, pour terminer, les petits potes, parce que je sais pas si on l'avait mis en vidéo, mais là, du coup, on a mis des petites grilles et en fait, de base, Ah oui. ici, d'origine, vous avez les clignotants avec une veilleuse d'ailleurs ici, sur les phases 1. Ouais. Et alors, nous, on a mis un petit clignotant de moto qu'on va peut-être retrouver là, juste derrière. Hop, si ça veut bien faire le focus. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pour la blague.
Mais bon, c'est passé au contrôle technique. En fait, on voulait mettre les clignotants de la phase 1. Le problème des clignotants de la phase 1, c'est qu'il fallait refaire une découpe dans le pare-choc et sur la carrosserie. C'est ça. Et du coup, il nous restait de la mèche, là, comme ça. Gros, dites-nous ce que vous en pensez, mais un peu de loin, ça ne donne pas trop mal. Mais vraiment de loin. Alors raconte-nous un peu ton trajet. Bah, mon petit trajet, tiens, on va s'asseoir là. Le Hyundai trajet. Ah là, on est pas mal. Viens donc, Père Castor va te raconter une histoire. Bah, je t'écoute. Alors du coup, je me suis fait un petit plaisir. Donc je suis parti en Sologne avec, de Paris. Après la Sologne, je suis allé en Anjou, dans la baraque familiale. Et après l'Anjou, je suis revenu à Paris. Donc ça faisait à peu près 950 et quelques kilomètres que par les petites routes. Et c'était incroyable. J'ai adoré cette bagnole. En fait, la conduite à droite, au départ, c'est très perturbant parce qu'en plus, tu n'as qu'un rétro sur le côté droit, tu n'as pas de rétro à gauche. Donc tu as des angles morts de dingo. Heureusement, tu as le rétro à l'intérieur, parce que sinon, tu vois que dalle. Mais tu t'y habitues pas mal. Maintenant, j'ai aucun problème à la rouler. Le truc le plus perturbant, en fait, quand tu prends une voiture en RHD au tout départ, c'est de s'habituer où est-ce que tu te situes en fait sur la voie publique, sur la route. Tu es tout le temps en train de te déporter sur la gauche de façon naturelle. Donc il faut vraiment se forcer à vraiment venir se coller sur la droite quoi, quand tu conduis. Du coup, ça te remet à peu près au milieu. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est les clignotants. Hein. Tu te plantes tout le temps, parce que les clignotants sont à droite, les essuie-glaces sont à gauche. Donc les 3/4 des ronds-points que je prenais, je mettais mes essuie-glaces. Mais au bout d'un moment, tu t'y habitues aussi, c'est toujours pareil. Et honnêtement, la conduite à droite, c'est pas vraiment dérangeant. Il y a juste le changement de vitesse qui est un peu perturbant sur cette bagnole-là. C'est en gros, ta première et la seconde, c'est en face. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller venir sur la gauche pour pouvoir effectivement enclencher ta première. Il faut vraiment rester bien au milieu. Et si tu vas trop à gauche quand tu veux rétrograder de troisième en seconde, tu passes en marche arrière. Et la seconde, elle n'est pas exactement au milieu, elle est légèrement déportée. Donc il faut s'y faire. Mais une fois que tu trouves le truc, tu sens juste la petite encoche et que là, tu la mets nickel. Le seul souci que j'ai eu sur cette bagnole, pour le moment, sur les 1000 bornes que j'ai fait, c'était le flotteur de la cuve de carbu qui s'est regrippé. Bon, ça c'est pas très grave. Elle n'a pas bouffé d'eau, elle n'a pas bouffé d'huile, elle n'a jamais chauffé. C'est impressionnant en fait, c'est un moteur, tu as l'impression que c'est indestructible. Le seul problème c'était la cuve de carbu effectivement qui se remplissait de trop-plein et s'apissait par le trop-plein parce que le flotteur était bloqué. Et tout à l'heure, là en la prenant, j'ai une durite qui s'est désemmanchée. Et du coup, explosion d'essence, durite d'essence, donc explosion d'essence, la bagnole qui se coupe direct. Alors, c'est des toutes petites pannes qui sont merdiques. Mais si t'as pas les connaissances, que t'es pas un peu débrouillard et que t'as pas les outils avec toi, bah en fait t'appelles ton assurance 2 fois quoi. Et c'est hyper chiant. Donc je vais vous montrer du coup un peu le nécessaire que j'avais dans la caisse quand je suis parti. Tu vois, genre tes petits fusibles et ton petit relais, ça c'est un relais qui est valable aussi bien pour le démarreur que pour toute la partie allumage. Ouais. Et typiquement ce truc là quand ça claque, faut le commander et machin et truc. Donc et puis ça coûte quoi, 10 balles même pas. Donc au moins t'as tous tes petits fusibles, t'as ton petit relais. Sur la partie électrique, si tu as le moindre truc qui pète, en 30 secondes, paf, t'es reparti sur la route. Donc ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Après, moi, je me trimballe toujours avec, tu vois, les petits embouts qui vont bien pour pouvoir resserrer à peu près tout. Donc cruciforme, plate, un peu de torx, machin. Ta petite pince, alors là, c'est pas une Laserman, c'est Victorinox. Et avec ça, déjà, tu arrives à t'en sortir pas mal. Tu vois, tout à l'heure, j'ai remis la durite juste avec ça. Quoi. C'est ça. Le collier était desserré, bon voilà. Et après, par contre, si tu veux vraiment te chauffer un peu, comme moi je connaissais pas la caisse et que c'était quand même un gros trip, surtout qu'on n'avait vraiment pas roulé avant suffisamment pour être certain quoi. C'est ça. Bon, un petit bidon d'huile parce que je savais pas si elle allait bouffer de l'huile, tu vois. Toujours ton petit sopalin parce que quand tu fais de la méca, c'est quand même bien de pouvoir s'essuyer. Voilà. Ensuite, sur l'autre côté, j'avais des pinces au cas où si, tu vois, typiquement l'alternateur il lâchait. Alors là, on venait de le changer juste avant de partir. Mais on sait jamais. Bon, mais on sait jamais. Un gros tournevis, parce que ça c'était pour c'est la cloche de Calorsta, si tu veux la desserrer, c'est très pratique ça. Et grosse sangle si j'étais arrêté et qu'il y avait un gars sympa qui voulait bien me tirer sur un endroit où je pouvais bosser et puis voilà. Ça. Donc ça c'est un peu le minimum. Après hop, tac, petit set de douilles avec clé à cliquet, comme ça au moins t'es tranquille, avec une douille pour les clés à bougie. Hop, ça venait se ranger là. Et ensuite, quand même, juste en dessous avec la roue de secours, j'avais ma petite boîte où là j'avais, hop, tu vois, ça c'est le filtre qu'on doit changer. Un petit filtre à essence au cas où. Là j'avais de la pâte à joint qui m'a bien servi d'ailleurs parce que quand j'ai démonté la cuve de carbu, il a fallu que je remette un peu de pâte parce que j'avais pas le joint qui était bon. Tu vois, d'autres clés, machin. La vieille bobine qui elle marchait aussi. De la durite en rab, un peu de gaffeur, enfin tu vois, genre, voilà, des petits joints, des vieilles pièces. Une courroie pompe à eau. Voilà, la vieille courroie accessoire, comme ça au moins si ça pète, t'es pas emmerdé.
Donc voilà, tu prends un petit peu ce que tu te dis, tu vois, le minimum du minimum. Et comme ça, au moins, bah, t'es pas emmerdé, ça prend pas trop de place en plus. Ça prend pas trop de place, mais ça prend quand même la moitié du coffre. On est parti 2 semaines, la bagnole, elle était remplie ras la gueule. Parce qu'on avait 2 mariages auxquels il fallait aller. Donc t'avais les robes de madame, les chaussures, les machins, les costumes et tout le bordel. Bah ça l'a fait de ouf. Hein. Et franchement, pour ça... Et la partie de derrière, d'ailleurs, c'était que 2. Ouais. C'est quand même à l'ancienne, hein, donc toi, t'arrives... Ouf. Et du coup, tu peux allonger, avoir un plancher plat, ça c'est cool. Alors, tu moi, peux presque déménager. Ouais, c'est ouf. Pour le coup, moi, je l'avais gardé comme ça, cloisonné, on va dire, entre guillemets. Ce qui fait que, tu vois, on avait nos sacs souples avec nos fringues qui étaient là. Et comme ça, ici, c'était plus, j'avais un jerrycan au cas où si je tombais en panne aussi. Le bidon d'huile, il était bien contenu. Et du coup, dans cet espace-là, tu mettais un peu tout le truc chiant qui pouvait se barrer. Et les trucs que tu voulais accessibles, tu mettais sur la banquette derrière. Et puis même, niveau sécurité, t'es quand même mieux si jamais t'as un freinage d'urgence à faire. Au moins, ça se barre pas sur toi. Ouais. C'est ça. C'est une caisse qui est impressionnante. Moi, en fait, ce qui m'impressionne, c'est de te dire que tu peux, et c'est ce qu'on a toujours voulu essayer de pousser sur la chaîne, rouler avec une ancienne, si tu as un peu des brouillards, ça peut être accessible. Ça peut être accessible, et moi, je suis toujours épaté de me dire que 2 branquignoles comme Hugo et moi, prenons une caisse qui a pas roulé depuis 15 ans, on a son CT, elle est assurée, machin, et on peut partir faire un road trip de 1000 bornes avec. Ouais. Et c'est la folie. C'est largement faisable, du coup, pour le commandé mortel. Ah ouais. Bon, il faut quand même trouver une bonne base. Oui. Nous, on a eu de la chance, par exemple, sur celle-ci. On a eu de la chance sur le châssis. Sur le châssis, et même le pont, la boîte, le moteur, on n'a pas eu de défaut de ce côté-là. Il y a juste un petit réglage soupape à faire. Ouais, mais bon, parce que ça cliquette très légèrement, mais bon, c'est normal, quoi. Mais voilà. Donc voilà, les petits potes, c'est un truc de ouf. Je sais pas si je vous aurais mis des images du coup de la mémère qui roule pendant qu'on parlait, certainement parce que ça devait être long et chiant. Et si c'est pas déjà fait, on vous met plein de petites images trop cool maintenant avec un joli petit montage. Allez, ça part. Merci. Bon, on peut passer à l'intérieur. Hein. Allez, je viens de l'autre côté. Alors, truc très cool déjà, c'est que pour ton passager, tu vois, moi je mesure 1m87. Je suis pas reculé, je suis pas reculé à fond. Mais tu vois, j'ai les jambes complètement allongées. T'es en business class. Ah mais t'es dans ton canapé, t'es trop bien. Franchement, tu te mets si tu fumes, tu ouvres la petite custode comme ça là. Ouais. Paf. Tu mets ta coude à l'extérieur. Pouf, pouf, et puis hop, t'es bien, tu vois. Ouais, l'autoradio marche, donc ça c'est très cool, mais ça fait quand même beaucoup de bruit, t'as des bruits de vent et tout, donc en fait tu te pètes les tympans dans tous les casques, tu mets la radio très fort pour entendre. La position est incroyable. Ah, mais mec, alors, et là je suis pas, tu vois, je peux m'incliner encore. Business. Voilà, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mec, Hortense, elle vient aussi, mais elle était en mode canapé comme ça pendant tout le trajet, tu vois, c'était trop bien. Quoi. Ouais. Donc ça c'est chambé. Et t'as une surface vitrée hyper importante. Et ouais, en fait c'est hyper lumineux. Alors autre truc, c'est que là ce toit ouvrant qui est pas vraiment d'origine, quoique j'en ai vu 2-3 sur le bon coin qui avaient le même. Je sais pas trop si j'arrive pas à savoir, dites-nous dans les commentaires. Ouais. Alors il est un peu teinté, en revanche c'est une serre à l'intérieur. Genre il fait une chaleur de ouf et moi avec les golfs là qui creusent de ouf, j'étais casquette obligatoire. Les golfs qui suintent comme on dit. Ouais, casquette obligatoire sinon t'es mort. Autre petite chose, du coup, sur autoroute, tu prends pas l'autoroute. Voilà. Tu peux cruiser. Tu peux cruiser à 100 réels, 110 compteurs, mais tu vas être à 110, t'es à 3200, 3500 tours à peu près, en 4ème, overdrive enclenché. Donc nous on a fait... Précise ce que c'est l'overdrive, parce que toutes ne l'ont pas. Donc ici en fait, là on est sur une boîte 4, boîte méga 4, et ici on peut voir qu'il y a marqué un out. Si je fais ça, il y a marqué in. En fait, il y a ce qu'on appelle l'overdrive qui est sur la 3 et la 4. Alors, vous expliquer le fonctionnement d'un overdrive, je ne sais pas exactement comment ça marche. C'est une espèce de convertisseur comme sur une boîte auto, je crois, qui vient en fait s'enclencher et rallonger votre rapport. Donc en gros, typiquement, tu es en 4ème, tu cruises à, 90, tu mets l'overdrive et bam, ça va faire redescendre en fait tes tours minutes de 500 tours minutes à peu près. Donc ce qui fait que c'est très cool parce que tu cruises à 90 réels, tu vois, sur Waze, à 2700 tours à peu près, overdrive enclenché. Ce qui est très bien. Ce qui est parfait. La bagnole, elle chauffe pas, tu lui demandes que dalle au niveau du moteur, donc ça c'est vraiment nickel. Alors il y a une chose aussi, les gars, c'est assez perturbant, c'est que, excuse-moi, je t'ai Non, t'inquiète. Vous avez
hop, les pédales qui sont déportées par rapport à la colonne de direction. Et donc du coup quand j'embraye, vous voyez, la jambe est vraiment au niveau du centre du volant. Ce qui est trop bizarre en fait. Déjà tu conduis à droite, t'as qu'un seul rétro à droite plus un au centre, mais t'en as pas à gauche. Non. Donc ça déjà c'est perturbant. Et en plus du fait de conduire à droite et d'avoir les jambes qui sont déportées par rapport à la colonne de direction, c'est quand même pas terrible au début. Au début, tu te dis, mais comment je vais conduire cette daube? Mais je pense qu'en Mais LHD vraiment. c'est pareil. Hein. Ah, mais l'HD, ça va être pareil. En plus, t'as la jambe qui est là. Oui c'est ça. Donc, je pense que c'est limite pire. Ouais. Donc, non, honnêtement, voilà, il faut s'y habituer. C'est vrai que la première fois, quand tu rentres dedans, tu te dis, putain, oh lol, pourquoi on a acheté ça? Est-ce que je vais y arriver? Et en fait, tu prends beaucoup de plaisir et tu t'habitues au truc. Et la caisse est tellement sympa. Le moteur, même si c'est quand même un 1,8 litre, mine de rien, t'as quand même 97 chevaux. Donc c'est pas mal. Et ça se déplace super bien. Il a une réponse, une espèce de vivacité qui est vraiment cool pour un petit moteur comme ça de ces années-là. C'est un moteur de tracteur, mais tu lui demandes, il donne. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, la montée de la N118 quand t'es à Pont-de-Sèvres, tu vois, Oui, très bien. là en S comme ça, très qui est trop bien. Mec, je me suis dit, bon, je vais être sur la voie véhicule lent, machin, ça va être chiant. Parce que j'étais chargé, fiancé à côté, machin. Fiancé à côté. Fiancé à côté, ah ouais. Et bah, pas du tout. J'étais voie de gauche à coller au cul de tout le monde, limite à peine de phare pour que ça dégage. Ouais, Quoi. mais toi t'es un forceur. Non, Mais effectivement, c'est une voiture qui est assez Ouais, c'est juste légère, pour qui a dire du que répondant, elle y en va, quoi. propulsion. Ouais. Donc la conduite aussi est un peu différente. T'as l'avant qui est un peu allégé. Et est-ce que alors, le rayon de braquage, je sais pas trop, comme t'as pas de carreau. Rayon de braquage, aucun problème. Le seul truc où il faut faire un peu gaffe, c'est qu'effectivement, tu as un capot qui est relativement long. Donc quand t'es pas habitué à conduire ce genre de bagnole, on est quasiment assis sur les arrière. Hein. Et c'est vrai que voilà, ça tourne pas de la même façon. Donc faut faire un peu attention à ça. Mais sinon, c'est une petite voiture qui se prend hyper bien en main. Et j'ai adoré les 1000 bornes que j'ai fait avec. Alors à chaque fois, c'était par tranche de... Tu vois, le maxi que j'ai fait d'affilée, c'était peut-être 4h30, 5h. Ce qui est beaucoup. Et ça, c'était trop. Franchement, le mieux où j'ai vraiment adoré, c'était 3 heures d'affilée, c'est très bien. Mais il faut que tu aies ta petite pause, ton petit resto cool, que tu arrêtes dans un routier et tout, et tu kiffes un peu. Quoi. Dans un routier. Donc là, les clignotants, c'est d'ici, c'est ça? Ouais. C'est un peu perturbant avec le klaxon. Et ici, vous avez du coup les essuie-glaces. Tac. Il n'y a pas de contact, donc forcément, Ouais, ça bien ne pas. Mais... Le contact, du coup, c'est ici. Ah, là, on entend, oui, bah oui. Attends, je vais couper. Hop. Et là, c'est coupé. Oh, j'adore, mec. C'est vraiment un gadget, mais au moins, ouais, mais ça marche trop bien. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Et avec les feux, là, c'est caché ici, il faut le savoir. Hop. Et si, petit truc cool, moi j'aime bien. Alors là, on le voit pas, les ampoules sont un peu fatiguées, mais c'est rétro-éclairé en vert. Je vous mettrai une photo, parce que j'ai une photo où on le voit de nuit. C'est assez cool. Ouais, c'est canon. Et surtout, il y a le petit détail, vas-y, mets le contact. Voilà. Tu vas pouvoir allumer ta petite veilleuse, ta petite lampe qui est là. Ah, c'est et chouette, tu peux l'orienter en plus. Ouais. Et je trouve ça trop drôle, quoi. C'est tout con, mais ouais. Ça débite beaucoup là, non, la pompe à essence? Non, c'est normal, elle est en train de réduire. Ouais. En train de s'arrêter, il faut le temps qu'elle monte en pression. Après, elle charge en fait tout le circuit d'essence. Ouais. Et dès que les cuves sont pleines, paf, elle s'arrête complètement. Allez, petit démarrage pour le plaisir, les petits potes. Putain, mais mec, elle est neuve. Et du coup, tu tapotes juste un tout petit peu dessus. Ouais. Et voilà. Tu mets ton micro au cul? Ouais, et c'est pas une phrase codée. Écoutez ça, les petits potes. Ouais, c'est très très bien ça. Et la ligne est d'origine. Ouais. C'est ça qui est cool. Enfin, en tout cas, on l'a pas changé. C'est trop que vous avez foutu une inox. Bon, non, ça se voit. En tout cas, en 1980, les normes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Petit dernier truc, parce que je sais pas si tout le monde est au courant, mais tu vois... Bronchamp est au courant. Vas-y, filme le tableau de bord. Le petit témoin rouge, c'est pas un témoin de pression d'huile. D'ailleurs, vous avez votre manot de pression d'huile qui est juste là. Ce témoin rouge, en fait, c'est un témoin de charge. Donc s'il est allumé quand le moteur tourne, ça veut dire qu'en général, soit il y a un problème électrique à un bon endroit, soit c'est simplement que votre alternateur foire. On a eu ce problème-là, c'est pour ça qu'on le dit. Et le gros souci, nous, qu'on avait eu au départ, c'était qu'en fait, quand ce témoin-là ne s'allume pas aussi, ça veut dire que c'est aussi signe, quand par contre vous êtes moteur arrêté, vous mettez juste le contact, ça peut être signe que votre relais d'ignition, donc le relais d'allumage, est merdique, enfin ne marche pas. C'est ça. Il a sauté. Et c'est ce qui nous est arrivé aussi, on l'avait changé par du neuf, et au final le neuf ne marchait pas, et on a perdu 2 semaines à changer tous les fusibles, refaire tout le faisceau. Oui, parce qu'à chaque fois, il faut commander les pièces, il faut qu'elles arrivent, il faut les changer, et puis à chaque fois, c'est pas la bonne. Et puis c'était testé tout le faisceau, quoi. Bon. Voilà, bon, je sais pas combien de temps, t'en as un rush de 48 minutes, ça c'est beau.
Eh ben, ça va faire plaisir à couper ça au montage. Avec le coude à la portière. Voilà. On vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez plein de questions, mettez-les dans les commentaires. Nous, on est toujours contents de pouvoir partager un peu les retours d'expérience sur cette bagnole, parce qu'il y a plein de trucs dont on n'a pas forcément parlé. Et puis dites-nous ce que vous avez envie de voir avec cette caisse, quoi. Je sais pas, peut-être que vous avez envie de voir une transformation, d'autres projets dessus ou. Moi, ce que j'aimerais bien pour terminer déjà. Un rallye, ça peut être sympa. Ça nous coûte pas trop cher non plus, c'est mettre les gros logos ronds que tu trouves sur le capot, sur les portières. Pour faire look rallye, normalement voilà, c'est des ronds avec les numéros d'équipage. C'est ça. Et là, faire les gros ronds avec les gros ronds. Putain, j'arrive pas à parler. Ronds. Voilà, on s'est compris avec le logo et les potes d'échappement. Ouais, par exemple. Ça peut être cool. Ça peut être chambé. Voilà. De toute façon, elle est vouée à évoluer cette voiture, ou bien être vendue pour un autre projet, on verra. C'est ça. Parce que c'est un peu le but de la chaîne aussi, c'est de présenter des nouveaux projets, de remettre en état des voitures qui ont le mérite, en tout cas selon nous. Ça sera dur pour moi si un jour on la vend parce que tu t'attaches à tout. Moi, c'est un enfer, c'est horrible. C'est un truc ouf. Allez, ciao les petits potes. Voilà. Putain, il va être chaud, celui-là.